Alors on m'a demandé de parler de la fatigue, c'était un gros sujet, pas facile pour un gastroentérologue. Et du coup, j'ai commencé par regarder un petit peu sur Internet les témoignages des patients. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Bonjour, je suis atteinte de la rectocolite depuis 4 ans, j'ai 41 ans et je souffre énormément de fatigue chronique. J'ai une ERCH depuis 2008 et je suis constamment fatiguée, même en période de rémission. J'ai 37 ans, je suis atteinte de rectocolite depuis 14 ans, la fatigue est un vrai souci, j'ai l'impression d'avoir une grippe perpétuelle. Donc je crois que c'est vraiment un problème très très important pour les patients qui ont des MICI. Il y a depuis quelques années, je dirais quand même, une prise de conscience par les médecins, par les gastro-entérologues et les médecins traitants, que la fatigue fait partie intégrante de la maladie, que ce soit de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique. Mais finalement, est-ce qu'il y a des solutions? Et c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la fatigue? La fatigue, on va avoir chacun une notion différente de la fatigue. On va pouvoir dire que c'est un manque d'énergie, voire un épuisement, qui va limiter l'activité quotidienne. Il y a plusieurs types de fatigue. Il va y avoir en premier la fatigue physiologique, classique, banale, après un effort physique. On va faire un marathon, on revient, on est fatigué, on va se coucher et puis ça va mieux. Ou le manque de sommeil, tout simplement. On a fait la fête la veille au soir, on dort 3 heures, le lendemain, on est fatigué. C'est la fatigue physiologique qui va être réparée par le repos et par le sommeil. Et puis, il y a la fatigue pathologique qui, elle, ne va pas être améliorée ou peu par le repos et le sommeil. Et dans cette fatigue pathologique, on va en trouver encore 2 sous-classes, si je puis dire. La fatigue somatique, qui va être en rapport avec une pathologie identifiée. Vous avez une poussée de maladie de Crohn, et là, c'est la fatigue somatique, pathologique somatique. Et puis, il va y avoir une pathologie identifiée comme psychologique, c'est les syndromes anxio-dépressifs qui vont être souvent associés quand même à ces fatigues chroniques qu'on voit dans les MICI. Alors, finalement, les MICI, est-ce que la fatigue est mixte, à la fois somatique et un syndrome anxio-dépressif? Probablement. Alors, on a regardé déjà la fréquence de la fatigue au cours des MICI. Alors, si on compare à la population générale, vous voyez que dans 10% de la population générale, les gens se décrivent comme fatigués. Et ça, c'est une étude qui avait été faite avant le Covid. Je suis persuadée que depuis, la fatigue a augmenté dans la population générale. C'est certain. Quand on compare à des maladies chroniques comme la spondylarthrite ankylosante, qui est souvent associée aux maladies de Crohn ou aux rectocolites, on voit que ça peut atteindre dans 30 à 60% des cas, les patients vont se plaindre de fatigue chronique. Et ça va jusqu'à 80% des cas dans les MICI. Ça altère profondément la qualité de vie. Et un fait très important, c'est que cette fatigue est présente lors des poussées, on le comprend bien, mais elle est aussi présente en phase de rémission. Alors là, c'est une étude, je l'ai retrouvée sur le site de la FA, qui est très bien faite. Vous voyez que donc on compare les périodes de poussée et les phases de rémission. Donc en haut, la poussée. Les items, c'est je me sens fatigué, je me fatigue facilement, je suis pas capable de faire grand-chose, je redoute d'avoir à faire des choses. Et vous voyez en bleu, c'est le cumul des souvent et fréquents. Et vous voyez qu'en poussée, on atteint 96% de patients fatigués. Et même en phase de rémission, on atteint quand même 89%, entre 53 et 89%. Ça veut dire que la fatigue est un des symptômes de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, même en dehors des phases de poussée. Alors, on ne peut pas parler de la fatigue quand on présente quelque chose à la FA sans parler de l'étude Bird, qui a été faite par la FA, qui a été réalisée sur 1185 patients porteurs de MICI. Elle a été publiée il y a 4 ans, mais finalement, les chiffres restent les mêmes. Une fatigue sévère est retrouvée chez près de 50% des patients. Cette fatigue persiste dans la moitié des cas en rémission. Et ça impacte sur la qualité de vie, puisqu'il y a une baisse significative de la qualité de vie chez 53% des patients. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a des facteurs associés à la fatigue. Il y a des facteurs non modifiables et des facteurs modifiables. C'est des études, ce n'est pas moi qui ai décrété que les femmes sont plus fatiguées que les hommes. C'est dans les études. Donc ça, c'est un facteur non modifiable. Les femmes sont plus souvent sujettes à la fatigue que les hommes. Les patients qui sont sans emploi ou qui ont des difficultés financières, le faible niveau socio-éducatif, une maladie récente
Et certaines études ont montré qu'il y avait peut-être un peu plus de fatigue chez les patients porteurs de Crohn que dans les rectocolites hémorragiques, mais ça demande à être confirmé. Donc ça, ce sont les facteurs non modifiables. Vous êtes femme, vous êtes femme. Hein. Alors, non modifiable, sans emploi, ça peut évoluer dans le temps, bien sûr, hein, mais à un temps présent, c'est comme ça. Et puis, les facteurs modifiables, ça va être la sévérité de la maladie, forcément. Hein. Si vous avez une maladie qui n'impacte pas dans votre quotidien, avec toutes les maladies sont embêtantes, hein, mais une maladie avec simplement 2-3 selles par jour, un petit peu de sang, vous allez être moins gêné que si vous allez 15 fois par jour à la selle que vous voulez la nuit. Donc la sévérité de la maladie est bien évidemment à prendre en compte. La fréquence des rechutes, si vous avez une maladie qui est bien équilibrée sans ou avec un traitement et que vous rechutez une fois tous les 20 ans, ça ne va pas être pareil que si vous rechutez tous les 6 mois. Les troubles du sommeil associés, vous allez voir, c'est très fréquent. La surcharge pondérale, alors ça on le retrouve même en dehors des MICI. La surcharge pondérale est un facteur d'aggravation de la fatigue. Les douleurs, ça paraît logique. Les atteintes associées, alors j'étais pas là ce matin, mais je pense que vous en avez déjà parlé. C'est sûr que si on a une spondylarthrite ankylosante avec des atteintes périphériques associées, si on a un psoriasis invalidant, ça va aggraver votre fatigue. Le syndrome anxio-dépressif, qui finalement est très fréquent dans ces pathologies-là, va éventuellement être modifiable, mais est en tout cas à prendre en compte. Les traitements, alors ça c'est controversé. Il y en a 2 pour lesquels on n'a pas de doute, on sait que ça fatigue. Alors, les corticoïdes ne fatiguent pas, hein. Il y a marqué IS, c'est immunosuppresseur, et cortisol, c'est les corticoïdes. En fait, les corticoïdes, au moment où on les prescrit, vous êtes en poussée, on va vous prescrire des corticoïdes. Là, au contraire, ça va vous booster. Hein. On vous dit bien, il faut les prendre le matin, parce qu'autrement, vous n'allez pas dormir le soir. Ça va donner du punch. Mais quand on est à la décroissance, on risque de développer ce qu'on appelle une insuffisance surrénale, parce que les corticoïdes vont avoir mis au repos vos surrénales pendant tout le temps du traitement. Et le cortisol qui est fabriqué normalement par les surrénales va avoir du mal à être de nouveau sécrété par vos surrénales. Et là, vous allez vous retrouver avec un déficit de cortisol, et ça donne une grande fatigue. C'est d'ailleurs le premier symptôme. D'où le fait qu'on doit diminuer toujours très progressivement son traitement corticoïde. Donc là, on le sait, c'est un facteur de fatigue. Les immunosuppresseurs, probablement aussi, avec, donc on l'a dit, hein, principalement l'Immurel et le méthotrexate en France. Il y a des patients qui le tolèrent mal. Jean-Charles en a parlé tout à l'heure, hein, ça donne la nausée, ça fatigue, etc. Pour ce qui est des biothérapies et des petites molécules, hein, comme les anti-JAK de tout à l'heure, c'est très difficile. Il y a des patients qui supportent mal leur traitement, mais on a du mal à dire si c'est parce qu'ils sont en poussée ou si c'est parce que c'est le traitement qui impacte vraiment leur qualité de vie. Hein. Donc pour le moment, il n'y a pas d'études qui montrent que les anti-TNF-alpha ou les autres biothérapies induisent réellement une fatigue. Le tabagisme, c'est mauvais dans le Crohn, moins mauvais dans la rectocolite, mais le tabagisme, de toute façon, fatigue. Un jeune qui n'a pas de Crohn, pas de rectocolite, qui fume son paquet de cigarettes à une soirée, le lendemain, il est fatigué. On sait que le tabac fatigue. Donc, je le répète, arrêtez de fumer, même quand on a une rectocolite hémorragique. Alors, cette fatigue, elle a plusieurs causes. Je crois que j'en ai relevé 5, enfin, je les ai mis en 5 items, qui ont des poids plus ou moins importants. La première cause, c'est l'inflammation. Alors, quand on est en poussée, donc oui, ce que j'ai dit en premier, c'est que c'est plus fréquent quand on est en poussée, l'inflammation. Hein, parce que quand on est en poussée, il y a une activation du système immunitaire qui va produire des cytokines, et ces cytokines vont avoir un effet délétère sur votre état général. Mais en rémission, il persiste souvent l'inflammation. On a ce qu'on appelle une inflammation chronique. Et ça va favoriser la production de protéines pro-inflammatoires en excès, comme le TNF-alpha. C'est pour ça qu'on vous donne un traitement anti-TNF-alpha, pour pas que ces protéines soient sécrétées en excès. Hein. Donc, a priori, les anti-TNF devraient diminuer votre fatigue. Alors, il faut corriger l'inflammation pour lutter contre la fatigue. Donc, la première chose à faire, vous allez voir qu'à chaque item, finalement, je vais répéter un petit peu tout ça, c'est qu'il faut traiter la maladie. Hein. Les traitements diminuent et font disparaître l'inflammation et donc vont améliorer la fatigue. Alors, je ne vais pas repasser, hein, les 5 ASA, ça cicatrise et donc ça permet, 70% des cas de RCH sont guéris avec les 5 ASA, donc ça permet de diminuer la fatigue.
Les immunosuppresseurs, si on enlève le côté purement fatigue lié au traitement, mais si ça cicatrise votre intestin, ça va diminuer votre fatigue. Les biothérapies, les anti-TNF, les anti-interleukines, les anti-intégrines et les nouvelles molécules anti-JAK. Notion de rémission endoscopique, il y avait une diapositive de Jean-Charles Grimaud dessus, il ne s'est pas étendu dessus, c'est un nouveau concept. Mais j'en parle parce que quand on parle de désescalade, tout ça, c'est vraiment un élément qu'on prend en considération. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de l'inflammation chronique, même quand on était en rémission. Souvent, il y a de l'inflammation chronique. Et on s'est rendu compte que si on fait des biopsies aux patients et qu'il n'y a plus du tout d'inflammation, quand on leur fait une coloscopie, il n'y a plus du tout d'inflammation, il n'y a plus ce fameux infiltrat de polynucléaire neutrophile, et qu'il y a vraiment une restitution complète de l'intestin, à ce moment-là, il y a moins de fatigue. Ça a été mis en évidence. Et c'est dans ces cas-là aussi qu'on pourra peut-être arrêter le traitement, quand il n'y a plus d'inflammation. Donc cette notion de rémission endoscopique, macroscopique et histologique, c'est-à-dire aux biopsies, c'est quand même un élément à prendre en compte aujourd'hui. Alors, on a parlé de l'inflammation. Maintenant, je vais vous parler de l'anémie et des carences. Ça, c'est quelque chose finalement qui est plus facile pour nous, gastroentérologues, à appréhender. Quand on a une MICI, grosso modo, il y a 15% des patients qui vont avoir une anémie. L'anémie, c'est quoi? C'est différent de la carence en fer, qui est l'item juste en dessous. L'anémie, c'est quand on a une baisse de l'hémoglobine ou une baisse du taux de globules rouges. Et ça, 15% des patients MICI ont une anémie. D'où l'importance de vos bilans sanguins un petit peu répétés pour surveiller que vous n'apparaît pas une anémie. Le stade en dessous, mais qui est aussi important pour les patients MICI, c'est la carence en fer. C'est-à-dire qu'on a encore un taux de globules rouges normal, on a encore un taux d'hémoglobine normal, mais on a une baisse du fer et on a une baisse de nos réserves. Ça s'évalue avec la ferritine. Et ça s'explique par l'inflammation, ça s'explique par les pertes digestives, il y a des saignements, et puis ça s'explique aussi par les carences d'apport. Comme on va manger, on va manger moins de fer. Et puis il y a aussi un problème de malabsorption. Il y a aussi des carences en folate, toujours par diminution des apports. Il faut savoir, je sais pas, en France, on prescrit peu de méthotrexate, sauf quand il y a une maladie combinée avec les rhumatologues, mais ça va revenir à la mode, je pense. Quand on a un traitement par méthotrexate, le méthotrexate va consommer les folates. Donc, il va falloir systématiquement donner de l'acide folique quand on est sous méthotrexate. Et puis, il y a la carence en vitamine B12 qui est fréquente, toujours par défaut d'absorption, en particulier chez les patients qui ont un Crohn, qui ont eu une résection de l'iléon terminal et un bout du côlon droit. C'est là où se fait normalement l'absorption de la vitamine B12. Et donc, la réabsorption de la vitamine B12. Si on n'a pas cette partie, ce n'est pas réabsorbé dans l'organisme, et la vitamine B12 qu'on a ingérée par la bouche, elle part dans les selles, et elle n'est pas réabsorbée. Donc, on va manquer de vitamine B12, et ça peut provoquer une anémie qui est différente de celle de la carence en fer, mais qui est une vraie anémie également. Et puis, quand on a une atteinte liée à l'étendue, même si on n'a pas été opéré, forcément, là aussi, la vitamine B12 ne va pas être réabsorbée à ce niveau-là, et donc on va avoir une carence en B12. La pullulation microbienne, on a un microbiote, souvent quand on est en poussée, on va avoir des bactéries, des mauvaises bactéries qui vont pulluler, et là, ça va empêcher également la vitamine B12 d'être absorbée. Il y a d'autres carences. La carence en vitamine D. Alors, je n'étais pas là encore ce matin, je pense que Xavier Buterne a dû vous en parler, il va y avoir 2 diapos derrière qui sont issus d'un de ces topos. Elle est fréquente et elle joue un rôle sur le niveau d'anxiété et le syndrome dépressif, même en dehors des MICI. C'est peut-être à la mode, mais maintenant les études ont vraiment prouvé qu'une carence en vitamine D va aggraver un syndrome anxio-dépressif. La vitamine C, c'est surtout dans les fruits et les légumes, ça favorise la fixation du fer. Donc si vous manquez de vitamine C, vous allez mal absorber votre fer, vous allez avoir une carence en fer et le stade d'après, vous allez avoir une anémie. La vitamine E, le zinc, le sélénium, le magnésium. Normalement, régulièrement, je ne dis pas tous les 3 mois, mais régulièrement, votre médecin doit contrôler un petit peu, surtout si votre maladie n'est pas bien équilibrée, doit contrôler toutes ces vitamines pour vérifier que vous n'êtes pas carencé et que ce n'est pas une cause de fatigue. Alors ça, c'est la diapositive que j'ai prise dans un topo de Xavier Buterne. En fait, on compare, alors je vais peut-être pointer, ce sera plus simple, voilà. On compare des patients qui ont une activité physique, là ils ont peu d'activité physique, beaucoup d'activité physique,
et un apport en vitamine D avec des supplémentations, peu et beaucoup. Et on voit, alors c'est une étude prospective, c'est-à-dire qu'on va voir si on développe plus une maladie de Crohn, si on a une carence en vitamine D et qu'on ne fait pas de sport. Eh bien oui, c'est vrai. On voit que le risque relatif, c'est-à-dire de développer une maladie quand on a peu de vitamine D et qu'on n'a pas d'activité physique, est beaucoup plus important que quand on a une activité physique, la vitamine D. Alors c'est plus net pour le Crohn que pour la rectocolite hémorragique, mais c'est à prendre en considération. La deuxième d'APO, donc maintenant on sait que la vitamine D possède d'importantes propriétés immunomodulatrices qui suggèrent un effet bénéfique au cours de la maladie de Crohn. Un taux bas de vitamine D, c'est ce que je viens de vous dire, est associé à un risque plus élevé de développer une maladie de Crohn. Chez les patients porteurs de Miki, l'insuffisance en vitamine D est fréquente, donc il faut la doser régulièrement. Chez ces malades porteurs de Miki, une maladie ancienne, active, ou un antécédent de résection intestinale, une dénutrition, un traitement par cholestéramine qu'on donne dans les résections iléosécales pour éviter la diarrhée, doit faire rechercher une carence en vitamine D. Alors, comment on va corriger ces carences? Les folates, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est par voie orale. Alors, normalement, ça devrait être PO, mais bon, c'est pas grave. Il faut systématiquement prendre son acide folique 2 à 3 jours avant l'injection de méthotrexate. Quand on a une carence en fer, le fer, c'est souvent mal toléré par voie orale. Du coup, les patients, on a tendance à leur faire des perfusions de fer, soit du Vénofer, qui est une prescription purement hospitalière, soit le fer inject qu'on peut faire en hôpital de jour, mais qu'on peut faire, en tout cas ici à Marseille, en hospitalisation à domicile. Donc, en général, c'est les infirmières Latimone qui vont se déplacer en HAD pour faire la perfusion de fer inject. Ça avait été arrêté parce qu'il y avait un moment où il y a eu des réactions allergiques, finalement. En France, ce n'est pas arrivé. Et du coup, on a repris les perfusions de fer inject à la maison. Ça rend bien service. Une injection de fer inject et on repart pour 6 mois. Ça remplace, je dirais, 6 mois de traitement par voie orale. Attention, quand on est en période de poussée, qu'on a un syndrome inflammatoire, la ferritine augmente. Donc on peut se dire, tiens, je n'ai pas de carence en fer parce que j'ai une ferritine à 50, c'est correct. Non, c'est une fausse augmentation. Donc quand on est en période de poussée, il faut au moins avoir 100 de ferritine, sinon ça veut dire qu'on est carencé. La vitamine B12, elle se prend soit par voie orale, soit en intramusculaire. J'ai l'habitude, peut-être ai-je tort, de préférer la voie en intramusculaire une fois par mois. Je sais que mes patients ils sont couverts et en général, ça permet de maintenir un taux correct de vitamine B12. La vitamine D, là aussi, on a chacun ses habitudes. On peut prendre des gouttes tous les jours. Je trouve que c'est contraignant. Ou boire une ampoule. Alors moi, systématiquement, pour les patients qui ont des Miki, tout l'hiver, ils ont une ampoule d'UV dose une fois par mois pendant les 3-4 mois d'hiver. Je recontrôle s'ils sont corrects l'été, je ne leur en donne pas. S'ils ne sont pas corrects, on continue. Cause numéro 3, la dénutrition. Alors, ça aussi, peut-être que vous l'avez abordé, quand on est en poussée, l'organisme a besoin de plus d'énergie que d'habitude. Et il va utiliser ses propres réserves, les muscles puis les graisses, pour lutter contre l'inflammation. La poussée inflammatoire et les symptômes, on a la diarrhée, on a la nausée, on a des douleurs, on a du stress, on est fatigué, on va perdre l'appétit. Donc, on va diminuer les apports. Et ces diminutions volontaires des apports vont entraîner une dénutrition. Donc, on a l'inflammation elle-même qui va entraîner une dénutrition, une perte en tout cas de protéines, et la restriction volontaire, plus ou moins volontaire, c'est parce qu'on n'est pas bien qu'on va moins manger, qui va également aggraver la dénutrition. Or, dans l'organisme, on a une protéine qui s'appelle l'albumine, dont on a besoin pour cicatriser nos lésions dans l'intestin. Et là, en poussée, on va avoir une hypoalbuminémie. Et donc, ça va entraîner de la fatigue et une moindre efficacité des médicaments, parce que quand on a une perte, quand on est en poussée, imaginez un côlon qui est abîmé avec des ulcérations, il va y avoir des fuites de cette protéine par les ulcérations et ça va se retrouver dans les selles, ça ne va pas rester dans l'organisme. Et bien, pareil pour l'anti-TNF, il va traverser la paroi, il ne va pas rester dans l'organisme, il va y avoir une fuite du TNF-alpha
dans les selles, et du coup, on aura moins dans le sang, on aura moins d'anti-TNF. Et donc, ça va être moins efficace. Donc, il faut lutter contre cette dénutrition. Toujours pareil, comment on lutte? Eh bien, on met la maladie en rémission, on se traite et on améliore les apports. Alors, parentéral, j'aurais dû le mettre en dernier. On essaye d'éviter l'alimentation parentérale. Parmi l'assistance, probablement qu'il y a des patients qui ont été perfusés, qui sont restés à l'hôpital avec de l'alimentation parentérale. On met une voie veineuse. En général, on met ce qu'on appelle un PICC line ou un midline, c'est-à-dire qu'on va mettre un cathéter dans des grosses veines, parce que si on perfuse avec d'alimentation parentérale dans les petites veines, ça brûle les veines. Donc, il faut vraiment poser un cathéter spécifique, PICC line ou midline, et on va nourrir le patient. Mais il y a toujours un risque infectieux. Donc, quand on peut éviter l'alimentation parentérale et faire autre chose, on va l'éviter. Parfois, on est obligé. On va éventuellement préférer l'alimentation entérale. C'est le modulène qu'on va reconstituer, et ça en plus, ça va vous nourrir, mais ça a en plus une action anti-inflammatoire sur l'intestin lui-même. Malheureusement, c'est parfois un peu pas très bon, et les patients, ils ont envie d'autre chose, donc c'est pas évident. Quand on peut s'alimenter et qu'on est quand même dénutri, qu'on a une hypoalbuminémie, on va prendre des suppléments nutritionnels. Je vous donne des exemples, Prenutile, Fortimel. HCHP, ça veut dire hypercalorique, hyperprotéinique. On manque de protéines, donc il va falloir amener plus de protéines. Et en général, on les prend sans lactose ni gluten pour être le moins irritant possible. 4. Causes multiples. On a vu l'inflammation, on a vu les carences, l'anémie, on a vu la dénutrition. Les troubles de l'humeur et du sommeil, c'est la partie la plus délicate pour le médecin, peut-être pour le patient aussi. Donc, par rapport à la population générale, les patients qui ont une MICI ont plus de syndrome anxio-dépressif, environ 30%. Et le niveau de stress ou de syndrome dépressif étant corrélé à la sévérité de la fatigue. Il y a plus de troubles du sommeil, ça va jusqu'à 80%, et plus de troubles fonctionnels intestinaux. Donc, même en dehors des poussées, souvent les patients vont se plaindre de troubles fonctionnels, de maux de ventre, de ballonnement, etc., plus que dans la population générale. Alors, les troubles du sommeil, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. 30% quand même de la population générale, quand on fait une enquête dans la rue, va dire « moi, je dors mal ». Mais ça monte à 50% chez les patients, peut-être même plus par rapport à la diapositive d'avant, chez les patients qui ont une MICI. Il y a plus de troubles du sommeil en poussée, c'est logique. Vous levez la nuit pour aller aux toilettes, on a mal au ventre, on a pris un traitement corticoïde et puis on l'a pris le matin, mais ça fait encore un effet à minuit et on a du mal à s'endormir. Un autre facteur qu'on ne connaissait pas, c'est qu'il y a des syndromes d'apnée du sommeil, jusqu'à 13% dans les MICI. L'apnée du sommeil, c'est les patients qui font ils ronflent, ils font des micro-réveils en permanence dans la nuit, donc ils n'ont jamais leur phase récupératrice. Et ils se lèvent le matin, ils sont fatigués. Dans les MICI, il y en a quand même 13% qui ont des syndromes d'apnée du sommeil. Et puis, inversement, c'est un cercle vicieux. Les troubles du sommeil, on est fatigué, ça va favoriser les poussées. Alors, comment améliorer le sommeil? On revient, mon premier item, c'est toujours même traiter la poussée, essayer d'avoir une rémission. Éviter et arrêter le plus tôt possible les corticoïdes. Je vous ai dit que c'était excitant. Donc, il faut les arrêter progressivement, mais essayer d'en prendre le moins possible. La thérapie cognitivo-comportementale, c'est des séances brèves. En général, ça dure entre 5 et 15 séances. Ça marche bien. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, donc j'aurais du mal à vous expliquer exactement comment ça marche, mais on sait que ça marche sur les troubles du sommeil. L'hypnose, moi j'ai des patients, alors j'ai mis un point d'interrogation parce que je n'ai pas retrouvé d'études, mais j'ai des patients qui sont allés voir des hypnotiseurs et qui ont retrouvé le sommeil. Donc pourquoi pas aller voir un hypnotiseur? Le cannabis, c'est à l'étude, j'en dirai pas plus, mais pourquoi pas. Une chose qui est simple, je le redirai en fin de topo, il faut respecter son rythme, c'est-à-dire si on est fatigué à 9h, on va se coucher à 9h. Et il ne faut pas se dire, non, j'ai l'air ridicule à me coucher à 9h, non, on se couche quand on est fatigué. Éteindre le portable, pas d'écran avant de dormir. J'ai un mari qui s'occupe de l'apnée du sommeil, il me le répète tout le temps, pas d'écran avant de dormir, sinon tu ne t'endormiras pas. Mais c'est vrai, si on regarde son téléphone, si on regarde son iPad, machin, on s'endort plus difficilement. Donc pas d'écran avant de dormir. Les troubles de l'humeur. Alors ça c'est difficile, les troubles de l'humeur.
Je crois que vraiment, il ne faut pas hésiter à faire appel à un psychologue ou un psychiatre quand on sent qu'il y a un syndrome anxio-dépressif qui accompagne la maladie. Donc, je pense que vraiment, il ne faut pas hésiter. Quand on sent qu'on est vraiment fatigué, il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas associé à un syndrome anxio-dépressif? Les traitements antidépresseurs, c'est controversé. Moi, j'en prescris. J'en prescris à petite dose et pour pas longtemps. Je pense que ça peut aider à passer un cap. Et ça, je pense qu'il vaut mieux n'être fatigué que 3 mois au lieu de traîner une fatigue pendant 3 ans. Si on a pris 3 ou 6 mois d'antidépresseurs, c'est pas grave. Et après, on va mieux et on repart. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des antidépresseurs. J'en prescris pas beaucoup et à toute petite dose. Mais je pense que ça peut aider. Le TP, alors moi, il y a les 2 derniers items, c'est mon cheval de bataille, le premier et le deuxième. Le TP, l'éducation thérapeutique. Je crois que si on ne veut pas aller voir un psychiatre ou un psychologue, aller au moins à l'ETP, partager son état avec les autres, donner des conseils quand on est sorti de cette fatigue, donner des conseils aux autres, écouter la vie des autres et les conseils que peuvent apporter les autres. Je crois que l'éducation thérapeutique, c'est fait pour ça. Et sur la fatigue, ça marche parce qu'on échange, on se donne des trucs, des moyens, et ça marche sur la fatigue. Et puis l'activité physique, ça sera la fin de mon topo. Ah bah voilà, ça commence. Alors, quand on parle médecine, on parle de prévention primaire et de prévention secondaire. Prévention primaire, on n'a pas encore la maladie. Prévention secondaire, on a la maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la maladie? Et là, cette étude, elle n'est pas toute récente, mais elle est intéressante. C'est une cohorte féminine, simplement, mais vous voyez, sur un nombre de patients incroyable. Je ne sais plus si elle est marquée là, mais enfin, il y avait plus de 18 000 patients, ou je ne sais plus, sur de nombreuses années. Et on a regardé l'apparition de la maladie de Crohn, c'est comme par ailleurs tout à l'heure avec la vitamine D, chez ces patients qui n'avaient pas de maladie au départ. On les a observés pendant des dizaines d'années et on s'est rendu compte que pour la maladie de Crohn, en tout cas, on voit très bien qu'il y a une baisse de l'incidence, donc de cas de maladie de Crohn chez les patients qui ont une activité physique régulière. Ce n'est pas vrai pour la rectocolite hémorragique. J'aurais bien aimé, vous voyez, la courbe est stable, c'est pareil qu'on fasse du sport ou qu'on ne fasse pas de sport. Alors que là, ça diminue vraiment le risque de faire une maladie de Crohn si on a une activité physique régulière. Ça, c'est la prévention primaire. La prévention secondaire. Alors, est-ce que ça diminue le nombre des poussées et l'intensité des poussées? Donc, l'activité physique va réduire votre stress. Donc, on sait que c'est dans toutes les maladies chroniques, dans les pathologies cardiovasculaires, c'est très net. Le risque de récidive de faire un infarctus quand on a une activité physique diminue le stress et diminue le risque de faire un nouvel infarctus après. Et pourtant, en fait, il y a très peu de patients qui ont une activité physique régulière. 50% des patients MICI rapportent qu'ils limitent leur pratique sportive. Et c'est dommage parce que du coup, ça va entraîner de nouvelles poussées. Alors, les bénéfices globaux de l'activité physique, c'est quoi? Ça va diminuer le risque d'ostéoporose. Les patients qui ont reçu déjà dans leur vie 20 cures de corticoïdes, ça agit sur l'ostéoporose. Donc, si on peut au moins avoir une activité physique pour maintenir un taux d'os solide, c'est bien. Ça va améliorer les douleurs articulaires. Alors, bien sûr, si vous êtes en pleine poussée de spondylarthrite ankylosante périphérique, vous avez des douleurs dans les poignets, on ne va pas vous demander de soulever des poids, mais on peut avoir une activité physique adaptée. Ça diminue le risque cardiovasculaire. Il y a moins d'inflammation et du coup, pareil, on fait moins d'infarctus. Ça améliore les troubles fonctionnels intestinaux. Ça, c'est prouvé. Il y a une modification du microbiote, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, et surtout, ça diminue le stress et l'anxiété du syndrome dépressif. Alors, les recommandations de l'OMS, elles sont dures à suivre. C'est 150 minutes, donc ça fait 2h30, 2h30, d'intensité modérée. Intensité modérée, c'est jardinage, marche, en gros, ou 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue par semaine, ou un mélange des deux, par tranche de 10 minutes au plus. Alors 10 minutes, c'est vraiment au départ. Après, vraiment, pour avoir un effet bénéfique, il faut une demi-heure, à peu près 35 minutes pour modifier le métabolisme. Donc, je préfère quelqu'un qui marche 35 minutes, d'un pas soutenu, mais qui marche, que quelqu'un qui court 10 minutes et qui s'arrête. Ça, il s'agit du minimum idéal.
et pour parvenir à réaliser le double et d'ajouter 2 séances hebdomadaires de renforcement musculaire. Bon, ça c'est quand même dur à faire si on travaille, si on a une Mickey, on travaille, on a des enfants, il faut arriver à caser tout ça. Mais c'est l'objectif, voilà. Alors en cas de Mickey, donc même en dehors on l'a dit tout à l'heure, hein, même en dehors des poussées, l'asthénie persiste fréquemment, elle va limiter donc l'activité physique. En phase de rémission, la reprise, et ça c'est vraiment un élément très important, doit être très progressive, en privilégiant d'abord les activités douces, marche, natation, vélo à petite vitesse, hein, un vélo d'appartement. Pourquoi pas aller chez le kiné hein, pour réapprendre à faire certains mouvements. On peut le faire en groupe, on peut le faire individuel. Maintenant, il y a des tutos sur Internet, même dans les Mickey, pour reprendre une activité physique. Et puis après, on peut faire, quand on va mieux, on peut reprendre des sports plus intenses, hein, tennis, sport collectif. Ce qui est important, c'est la notion de plaisir. Les 2, 3, 4, 5 premières fois, on va peut-être se forcer. Et après, on sécrète ce qu'on appelle des endorphines et on aura besoin de notre activité physique pour se sentir bien. Donc cette notion de plaisir, il faut l'avoir. Donc il faut choisir une activité physique qui vous plaît. Il faut le faire éventuellement avec une copine le soir, voilà. Pour ne pas être tout seul, il faut vraiment qu'il y ait la notion de plaisir. Donc, si on n'aime pas la natation, on ne va pas faire de l'aquagym. Hein, et si on n'aime pas courir, on va plutôt, effectivement, faire de l'aquagym. Voilà, il faut vraiment choisir quelque chose qui vous plaît pour que ça dure dans le temps, parce qu'autrement, on va vite arrêter. Petit bémol sur l'activité physique. Quand on commence l'activité physique, pour ça, je dis qu'il faut reprendre très progressivement. Hein. Quand on va libérer, quand on reprend qu'on n'a pas fait de sport depuis longtemps, si on fait un sport un peu trop intense, on va libérer des cytokines, ces fameuses protéines pro-inflammatoires, et ça va exacerber les syndromes intestinaux. Et du coup, on va s'arrêter. C'est pour ça que j'insiste sur, il faut le faire très progressivement. Hein. Si on court trop vite, on va avoir la nausée. Il y a même des patients, quand ils font des marathons, ils vont trop vite, ils saignent hein, au niveau digestif. Ils ont des rectorragies. Donc vraiment, pensez qu'il faut y aller progressivement et réhabituer son corps à l'activité physique. Rôle de TSP, alors moi je vais parler de ce qui se passe à l'hôpital européen. Donc on a créé le TP il y a maintenant 4-5 ans, je pense, hein, l'éducation thérapeutique, et on a la chance d'avoir un coach sportif qui vient, pas tout le temps, mais au moins 1 ou 2 fois par mois. Alors voilà comment ça se passe. D'abord, il y a un tour de table. Chacun va se présenter, va expliquer pourquoi il est là et ses propres difficultés. Puis après, il va y avoir un échauffement tout doux hein, qui va être suivi d'un renforcement musculaire, hein, du gainage, ce qu'on appelle du gainage, en insistant bien évidemment sur la ceinture abdominale et le périnée. Et puis après, plus les séances avancent, plus ça va être ludique. Éventuellement, on fera des enchaînements, on peut mettre de la musique pour être un petit peu plus tonique. Mais on va essayer toujours de travailler en aérobie, hein, low impact aérobie. La notion de progression reste prioritaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis les séances sont vraiment un moment de solidarité et ça permet aux patients de reprendre confiance dans leur corps. Et le coach, il est là pour remettre le pied à l'étrier. Il ne va pas vous suivre pendant 15 ans, hein, c'est vraiment pour une reprise, hein, pour remettre le pied à l'étrier. Alors quel sport? Je l'ai vaguement dit tout à l'heure. Chacun va s'adapter en fonction de ses envies, de son état. Hein. On commence par de la marche. Moi, j'insiste vraiment beaucoup. Hein. Vous êtes fatigué, essayez d'aller marcher. Alors, tout à l'heure, je disais une demi-heure, mais on commence par 10 minutes. Vous faites 10 minutes 2 fois par semaine, puis vous ferez 30 minutes dans 15 jours, et puis après, vous prendrez plaisir, vous irez courir. Tout ce qui va être relaxant hein, sur la fatigue, le yoga, le pilate, le stretching, donc ça, bien sûr. Et puis après, tout peut s'envisager. Quand on va mieux, on peut faire tout, même avec une stomie, on peut faire du tennis, de la plongée sous-marine, du squash, du bateau. Voilà, donc je crois qu'il n'y a aucun sport interdit. Un petit mot, ça j'ai pris sur des diapos, sur un topo du docteur Cavinci, parce que j'y connais pas grand-chose. Le microbiote. On pense que le microbiote est un facteur limitant dans les Mickey et en général dans le syndrome de l'intestin irritable. Jean-Charles en a parlé très doucement. Il y a une étude en cours qui montre qu'il y a une dysbiose, c'est-à-dire une diminution de la diversité microbienne dans les Mickey, avec certaines bactéries qui augmentent, comme l'Escherichia coli, hein, des bactéries pathogènes pour l'intestin, d'autres des protectrices qui diminuent.
Et on retrouve ça également dans le syndrome de fatigue chronique. Ça a été aussi étudié en dehors des Mickey. Donc c'est sûr que le microbiote est à l'étude et qu'on a des nouvelles perspectives thérapeutiques qui vont apparaître, qui sont en cours d'étude et qui vont apparaître dans les années futures. Alors, est-ce qu'on peut agir sur le microbiote? Voilà. Il en a parlé, la transformation fécale dans les Mickey, pour le moment, niet. Sauf dans un cas, quand on a une surinfection par un Clostridium difficile sur une rectocolite ou un Crohn, plus souvent dans la rectocolite, là, les études ont montré que ça pouvait être efficace, mais c'est efficace sur l'infection à Clostridium difficile, ce n'est pas efficace sur la rectocolite. Alors, si on soigne le Clostridium, la rectocolite va mieux, je suis d'accord, mais c'est indirect. Mais il n'y a pas pour le moment d'indication à la transplantation fécale dans les Mickey et ça n'agit pas sur la fatigue indirectement. Alors, en pratique, chez le médecin, il faut oser en parler. On n'a pas toujours le temps, nous les médecins. On a 20 minutes, une demi-heure par patient. Voilà, on a déjà parlé du traitement, on a parlé de la carence, on a parlé de ça. Il faut oser en parler. Et puis, voilà. Quand je dis avec elle ou avec lui ou avec elle, parce que je suis une femme, donc je crois qu'il faut aller chercher votre médecin et dire, ben voilà, moi je suis fatiguée, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien évidemment éliminer les effets secondaires des médicaments. Il faut traiter une comorbidité. Si on a un diabète et qu'on est mal équilibré, on va être fatigué. Il faut optimiser le traitement de la maladie pour être en rémission. Ça, je l'ai mis à chaque fois. Corriger l'anémie, les carences, parler de son problème de sommeil. Tout ça, c'est chez le médecin. Il faut arriver à aborder tout ça, évaluer son état psychologique, pas dire non, c'est que ma maladie. Non, il y a l'état psychologique, c'est vraiment lié. Et puis envisager l'éducation thérapeutique, s'il y en a dans votre région. Alors maintenant, il y a aussi de l'éducation thérapeutique en ligne. Il faut peut-être regarder un petit peu tout ce qu'on peut vous proposer. Et puis pratiquer une activité physique. Alors ça, les 2 dernières diapos, elles sont issues de la fin. Parce que je ne peux pas faire mieux. Voilà, en pratique, on a vu chez les médecins, maintenant on voit à la maison. Donc je crois qu'il faut effectivement prioriser et s'adapter à sa fatigue. Alors prioriser, c'est fixer des priorités journalières et hebdomadaires. Garder de l'énergie pour ce qui tient à cœur. Moi, je préfère aller à la piscine que faire des courses et inviter des amis à dîner. J'irai à la piscine 1 fois par semaine et puis pendant un moment, je n'inviterai pas d'amis à dîner. On priorise. Faire la part des choses entre ce qui est accessoire et prioritaire. Donc ça, peut-être qu'on peut ne pas effectivement aller faire un théâtre, c'est peut-être accessoire, et puis si c'est sa priorité, on enlèvera autre chose. Donner la priorité aux activités qui font plaisir, c'est toujours la même chose. Faire une liste la veille au soir pour le lendemain de ce qui doit être fait et impérativement fait. Et on n'en fait pas plus, on se limite à ce qu'on a décidé de faire. S'adapter à sa fatigue, c'est-à-dire tenir compte de son rythme personnel et des moments de la journée où l'énergie et la fatigue sont le plus présentes. Et ça va avec la suite, prévoir des moments de repos dans la journée ou dans la semaine. La sieste, la micro-sieste, même les patients qui travaillent et qui ont un endroit où un patron qui connaît leur maladie, à qui ils ont dit, voilà, moi j'ai un Crohn et je suis fatiguée. Des micro-siestes, j'ai une patiente, elle fait une micro-sieste, elle fait 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Elle est beaucoup plus efficace après sa micro-sieste. Et ça, le patron l'a bien compris. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Pas facile de le dire et pas possible des fois de le faire. Mais si vous êtes chez vous, si au sein du travail c'est possible, pourquoi pas? Si vous êtes fatigué dans la journée, faites une petite sieste. Et puis, anticiper les moments de fatigue et prévoir des moments de repos après. On a fait une grosse journée le samedi, le dimanche, on reste à la maison, on se repose. J'ai du mal à me l'imposer, j'ai pas de Mickey, mais j'ai du mal à me l'imposer, mais je crois, j'arrive à un âge où maintenant, je me rends compte qu'il faut que je m'impose des moments de repos. À la maison, on délègue des tâches. C'est madame qui a une Mickey, c'est monsieur qui va faire les courses, c'est le ménage. Bon, pourquoi pas, mais il faut déléguer. Faut que le conjoint et l'entourage comprennent la fatigue chez les patients qui ont une Mickey. L'ETP, ça sert à ça aussi. Vous leur dites de venir à l'ETP, qu'ils écoutent les autres, qu'ils n'écoutent pas que leur femme ou que leur mari. Impliquer davantage le conjoint, organiser la garde des enfants. Pour favoriser le sommeil, respecter son rythme, on a dit, ne pas louper le train, c'est-à-dire à 9h je suis fatiguée, je ne me mets pas à regarder un film et après je serai un peu, j'aurai pas envie de dormir. Non, on va se coucher à 9h si on est fatigué. Adapter l'obscurité, ça c'est bête, mais on le sait, le matin en été on se réveille tôt parce qu'il y a la lumière qui rentre dans la chambre, donc avoir des rideaux occultants. Éteindre le portable, limiter l'utilisation des écrans
Éviter les excès de soir, ça c'est normal, hein. Alcool, café, on ne va pas se mettre à boire 3 cafés quand on a des problèmes de sommeil. Éviter aussi l'activité physique trop soutenue après 20 heures. Les 10 commandements, c'est la dernière. Les 3 diapos, c'est le site de l'AFA, mais c'est vrai que quand je regarde, j'ai trouvé que c'était tellement bien que je les ai imprimés. Donc, 1, mettre la maladie en rémission. Ça, je pense qu'on l'a tous entendu. Sevrer en corticoïdes, on n'aime pas ça, nous, les corticoïdes. Hein. Arrêter de fumer, plus, le tabac, c'est mauvais. Manger normalement et diversifier. Corriger l'anémie s'il y en a une. Corriger les carences identifiées. Évaluer uniquement avec le praticien l'intérêt d'une baisse des doses de médicaments et de leur interruption de leur changement. Attention à un arrêt inapproprié avec une maladie qui est encore active et qui va faire flamber la maladie. Hein. On a parlé de la cicatrisation endoscopique, de la cicatrisation muqueuse. Je crois qu'il faut vraiment le faire avec le médecin. Prendre en charge spécifiquement les problèmes psychologiques, coaching, santé, traitement médicamenteux, psychothérapie. Éviter la désocialisation, limiter les hospitalisations, travailler, sortir, aimer. Hein. Essayer d'avoir une vie comme tout le monde. On doit pouvoir avoir une vie comme tout le monde quand on est niqué, quand on est bien équilibré. Faire du sport, n'importe lequel, mais régulièrement, en reprenant progressivement, sans chercher les performances. Et mon petit bonhomme, il est beaucoup plus heureux qu'au début. Merci.